Bienvenue au 4 à 4 avec Candice Archer, Catherine Patry, Marie-Ève Tremblay et Marie-Hélène Bourduas. Une présentation de Coveo et de l'Association des diplômés HEC Montréal. Salut les filles! Salut! Hey, vous savez pas ce qui m'est arrivé cette semaine? Non! Je suis allée souper avec mon amie Jessica. T'as des amis autres que nous? Je sais, c'est dur à prendre des fois. Très insultant qu'on n'était pas invité, mais bon. What? Ouais, elle était devant un dilemme bien intéressant. Alors, elle s'est fait offrir une nouvelle job dans une nouvelle organisation avec un beau poste de direction comme elle voulait. Ça faisait 1 an qu'elle demandait dans son entreprise actuelle plus de responsabilités, un différent titre, un meilleur salaire, tout ça. Puis bon, c'était compliqué, il ne lui donnait pas. Puis, la vie a fait en sorte que dès qu'elle s'est fait offrir un poste ailleurs, son employeur actuel a à côté. Quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Oui. Et tant mieux pour elle, mais là, elle était déchirée, elle se demandait qu'est-ce qu'elle devait faire. Je dis, pourquoi tu ne négocies pas plus la nouvelle place? Parce que c'est beaucoup plus facile de commencer une négociation avec un nouvel employeur. Parce que l'autre, ça fait 1 an qu'il essaie de faire arriver des choses, puis tout ce qu'il a pu faire arriver, il l'avait fait arriver. Puis là, elle était gênée, elle voulait pas. Ah, mon Dieu. Elle Ça, hésitait. Puis j'étais comme, hey, c'est qui a à perdre de pas négocier? C'est juste toi. Alors, on va go. You should be the most important person in your life. Hein? Ouais. Et donc... T'es ton meilleur gestionnaire de carrière. Merci. Je l'ai dit Occupe-toi en de toi. anglais, je regardais Catherine dans les yeux, puis c'était clair que j'aurais dû le dire en français. Alors, elle m'a rappelé tantôt, elle m'a texté en fait pour me dire qu'elle avait pris la job dans la nouvelle organisation, puis qu'elle avait négocié, ça y avait pris tout son petit change, mais elle l'avait fait. Elle n'avait pas tout eu ce qu'elle avait demandé, mais elle a eu plus que si elle avait rien demandé. Mais pourquoi tu dis que... Bon, en tout cas, peut-être qu'on va en venir à ça, mais pourquoi tu dis que c'est plus facile de négocier avec un nouvel employeur versus... C'est-à-dire que on n'en reviendra pas à ça, fait que je vais te répondre tout de suite. Merci. Dans cette situation-ci, son employeur actuel avait comme joué toutes ses cartes. Ah, okay. Déjà pour la garder. OK. Voilà. Fait que ma question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que vous pensez que vous êtes des bonnes négociatrices? Ouf, c'est lourd. Parce que Mais si ça t'es veut dire bon quoi, négociateur, tu n'admettras jamais d'être bon négociateur. Pourquoi pas? Ça, c'est très... c'est très... Ben moi, je vais me lancer. Vas-y, Marie-Hélène. Moi, je pense pas que je suis une très bonne négociatrice pour moi. OK. Mais je pense que je suis une excellente négociatrice pour mon équipe ou des gens, ou comme aider les gens à préparer une négociation. On dirait que quand mes intérêts sont en jeu, je suis beaucoup plus... je suis moins bonne, disons. C'est comme si je suis plus inconfortable, j'ai de la difficulté. Oui, c'est ça. Ben, Puis c'est j'ai parce peur. que c'est C'est dire que tu vaux quelque chose et Ouais. négocier en conséquence. Oui, puis Tout, moi... tout, tout. Oui, puis on va rentrer dans la psychologie très vite et mon diagnostic. J'aime vraiment ça. Je me sens bien là-dedans. Mais surtout, j'ai l'impression que quand moi, je fais pas partie de la négociation ou que c'est moins, disons, personnel à moi, je vais être meilleure. Mais quand c'est négocié pour moi, là, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus inconfortable. Mm-hmm. Ah ouais, c'est clair. Moi aussi, je suis comme ça. Négocier pour moi, on dirait que ça vaut pas la peine. Ben voyons, Marie-Ève. T'sais, ça vaut pas la peine. Fait que là, tu sais, dans des dossiers au travail, négocier, puis tu sais, la négociation, ça peut pas nécessairement négocier des milliards de dollars, ça peut être des négociations au quotidien. On est Absolument. toujours en Tu négociation. peux négocier là, du souvent. temps pour un projet, tu peux Exact, négocier plus de exact. ressources. Je pense qu'effectivement, comme Marie-Hélène vient de le dire, je suis pas mal meilleure pour quand je suis détachée émotionnellement du sujet à négocier. Tu sais, négocier, tu sais, juste demander, des fois, on a tout genre de congés, de permissions, etc. Puis juste demander une permission, tu sais, qui n'est pas calculée dans tes congés annuels, c'est une permission, fait que c'est comme un peu un cadeau pour que tu demandes du temps pour, tu sais,
te remercier d'avoir travaillé des longues Ouais. heures, etc. Écoute, juste demander ça. Oh, c'est Je veux pas déranger, peut-être que... On me dit tout le temps oui, là, tu sais. Mais, tu sais, c'est ça. Ouais. Je pense que quand il y a un aspect émotionnel, personnel, c'est beaucoup plus difficile. Et toi, Candice? Même chose. Je crois que quand t'as pas d'attachement émotif, quand je dis pas d'attachement émotif, dans le sens que c'est pas pour toi, puis justement ce que je disais à Marie-Hélène, genre que t'es pas en train de négocier ta valeur, beaucoup plus facile, hein, parce que valeur, tout est relatif. Ouais. Moi, j'ai réalisé que j'aimais la négociation quand j'ai arrêté de penser à ça comme quelque chose de lourd, puis quelque chose de confrontationnel, quand j'ai commencé à voir ça plus comme plaisant et un jeu. Tu vas pas tout le temps tout avoir ce que tu as, mais tu n'auras jamais ce que tu demandes pas. T'sais? Exact. Puis pour tes équipes, pour tes affaires, puis si tu as des points valides, puis c'est logique pour toi et ton équipe, bien, ça va être logique pour l'autre personne. Maintenant, est-ce que l'autre personne peut te donner ce que tu demandes? C'est une autre affaire, t'sais? Puis puis je suis sûre que tu vas rentrer là-dedans, là, les win-win, puis les choses comme ça. On peut toujours se rendre à une place où les gens sont confortables quand on y va dans une optique de... c'est pas gagner par-dessus quelqu'un. Puis quand j'ai changé ma perspective là-dessus, j'aime parler négociation, puis j'aime négocier des choses, puis j'aime demander pour des choses, puis, tu sais, ça devient moins lourd. Je nous ramène, Candice, au mot « jeu » que tu as mentionné, parce qu'effectivement, la négociation, faut prendre ça comme un jeu. Un jeu, ça peut se comprendre, ça a des règles, on a des tactiques. C'est pas un processus aléatoire, ça peut être analysé et compris et donc contrôlé. Puis les affaires qu'on peut contrôler, les femmes, nous autres, on aime ça. Fait que je comprends pas comment ça se fait qu'on n'est pas plus à l'aise avec la négociation. La négociation, elle se contrôle en déployant des tactiques sur 2 axes, l'axe du résultat et l'axe de la relation. Donc, c'est un cadran en 4, là, c'est pas bien compliqué, faites-vous un dessin à la maison. Et le résultat, c'est ce que je risque de gagner ou de perdre, puis la relation, c'est comment la négociation va affecter ma relation avec l'autre partie. C'est pour ça que, pour faire écho à ce que Marie-Ève et Marie-Hélène disaient, vous êtes moins confortable de négocier quand c'est pour vous parce qu'il y a un risque peut-être d'abîmer la relation ou d'abîmer la perception que la personne a de vous. En tout cas, ça met en jeu plein de choses relationnelles avec lesquelles vous êtes un peu moins confortable. Ben, je pense pas si je Permets-toi. Désolée, Catherine, de te couper de la sorte. Mais je suis pas certaine que c'est ça parce que même, tu sais, je pense à des enjeux juridiques, par exemple, un commandant qui veut faire une activité quelconque, puis on fait une analyse juridique, puis on détermine que c'est pas vraiment la meilleure approche à prendre juridiquement pour atteindre le but qu'il veut atteindre. Puis là, là, on essaie de négocier avec le client pour qu'il change sa tactique, pour qu'il soit plus en ligne avec le cadre juridique. Mais il y a quand même une relation qui peut en souffrir en bout de ligne. Là. Tout est dans le comment. Hein? Tout est dans le comment. Exactement. Ça dépend. Exact. Moi, j'ai l'impression que le plus d'informations qu'on peut donner quand on commence la négociation, du pourquoi, pourquoi est-ce que je m'en vais dans cette direction-là? Pourquoi est-ce que je te demande ça? Pourquoi? Le mieux que ça va être pour la relation en fin de compte, t'sais. L'autre personne peut ne pas être heureux avec le dénouement, mais il faut qu'elle comprenne. Ça, je pense que ça peut aider à la sauvegarde de la relation, mais c'est sûr que c'est plus facile de négocier avec des gens que tu connais leur réaction, pas de à froid, pas de... Tu sais, puis c'est peut-être ça. Hein? Fait que pour me ramener, oui. 5 stratégies de négociation. Donc, la compétition, c'est toi, tu gagnes, moi, je perds. C'est gagner à tout prix. La collaboration, c'est win-win, ce dont Candice parlait tout à l'heure. L'accommodement, c'est que je protège la relation à tout prix. Donc, j'ai moins de résultats, j'ai moins ce que je veux, mais je protège la relation. L'évitement, ça, c'est lose-lose. Et les femmes, on est très, très bonnes dans l'évitement. Je ne demande rien.
j'affecte pas ma relation, je me retire, je négocie même pas. Ça, tu négocies pas. Je négocie Ça, pas. l'évitement, C'est une très vite. stratégie. Ah, OK. C'est de pas négocier. Ben, c'est Et une stratégie qui mène à rien, et on le- s'entend. C'est une stratégie de retrait. C'est quoi ça? C'est une stratégie qui peut être... je vais finir avec le compromis qui est dans le milieu. Les 5 stratégies peuvent toutes être utilisées dans le cadre d'une négociation. OK, Fait je comprends Le maintenant. jeu, c'est d'utiliser la bonne stratégie au bon moment selon la réponse de l'autre pour arriver à une fin, un résultat qui s'exécute, idéalement, là, que tout le monde est content avec. Répète-moi ça, voir les 5. Les 5, Gagner alors à tout prix. la compétition, la collaboration, Mhm. l'accommodement, l'évitement et le compromis. OK. J'ai un beau petit tableau dans mes notes. Catherine, est-ce qu'il y a une meilleure stratégie selon le type de négociation ou c'est juste des stratégies dans la même négociation qui peuvent être utilisées? C'est mieux de collaborer, mettons, quand tu négocies, quand c'est des trucs au travail versus quand c'est pour mon salaire ou des choses comme ça? Ça doit dépendre du sujet. Ça doit dépendre du Et de la sujet. personnalité. Puis je pense que ça dépend de ton interlocuteur aussi. Mhm. Pour moi, c'est vraiment, encore une fois, le jeu d'utiliser la bonne tactique au bon moment selon la réaction de l'autre. Je dirais par contre que l'approche compétitive d'emblée, t'es mieux d'être sûr de ton affaire, puis T'es mieux de gagner. t'es mieux de gagner, ouais, parce que ça va vraiment affecter ta relation. Alors, soit la relation est absolument pas importante, ça se peut, ça s'est vu. En affaires, parfois, il y a des gens qui veulent juste gagner dans Succession, mon émission préférée depuis 4 ans. Logan veut gagner. Logan veut gagner à tout prix, au prix de sa famille, au prix de tout. Donc, je dirais, tout dépendant des cas, les stratégies, c'est comme une console, en fait. On ajuste les stratégies selon le besoin. Oui, puis comme tu disais, là, ça dépend de l'interlocuteur. Puis je ne sais pas si vous vous rappelez, au IMBA, MegaHEC, Montréal, il y avait une session sur le tableau des alliés, des détracteurs, de faire la cartographie des relations, puis de ceux qui peuvent t'aider dans ta négociation, ceux que tu sais que tu vas peut-être devoir être un peu plus compétitif, d'autres que tu sais tu vas pouvoir collaborer, etc. Absolument. Je pense que c'est vraiment important. J'ai l'impression aussi que la négociation, puis c'est peut-être là que tu veux t'en aller, Kat, il y a tellement à faire avant de rentrer dans la vraie négociation, puis ton tableau des alliés, puis les conversations qu'il faut que tu ailles avant de rentrer dans cette conversation-là, vont faire en sorte que, justement... tu négocies avant de négocier. Tu négocies avant de négocier, tu négocies. En meilleure connaissance de cause, là, tu sais. Tu arrives plus préparé à la table. Ben, voilà mon prochain point, c'était qu'une négociation, ça se prépare. Le jeu, il commence pas quand tu es dans la pièce avec la personne. Le jeu, il commence bien avant, chez vous. Mais ça, je m'excuse encore. Oui. Je suis vraiment... Qu'est-ce vraiment... qui se passe aujourd'hui? Oui, mais ça, c'est pas tout le temps... T'es pas tout le temps préparé à négocier. Des fois, exact. T'es on, là, puis t'étais pas prête. Mais si on se ramène, par exemple, à ce que les femmes ne négocient presque jamais, leurs conditions salariales, tu rentres préparé dans une négociation salariale. Fait que prenons celui-là comme exemple. Fait que tu te prépares, tu as des objectifs clairs. Qu'est-ce que tu veux atteindre comme but? Parce que ton boss, il va te demander qu'est-ce que tu veux? C'est quoi tes attentes? C'est quoi tes attentes? Tout. Fait que là, Je veux tout. Oui, Ariane m'a fait. Je veux tout. Gère cela. J'aimerais tout. Donnez-moi tout. Alors, il n'y a pas une chanson là-dessus. Je sais pas. Ariane m'a fait. Ah ouais, c'est ça? Oui. Je vous la chanterai pas, là, malgré la demande populaire. Non, Catherine. Un prochain podcast sera là-dessus. Donc, il faut se préparer. Il faut savoir à qui on s'adresse. Vous l'avez mentionné tout à l'heure. Il faut savoir aussi qu'est-ce que nous, on peut donner comme carte qui n'est pas important pour nous, puis qu'est-ce que l'autre peut nous donner qui lui coûte pas cher. Par exemple, quand on négocie des conditions salariales, peut-être que des vacances supplémentaires, c'est plus facile à accorder que de l'argent. Peut-être que une formation, plus de budget de formation, c'est plus facile à accorder que de l'argent. Fait qu'essayez de penser à toutes les cartes, tous les items qu'on peut mettre sur la table dans la négociation, puis comment votre interlocuteur
pense par rapport à ça, puis comment vous pensez par rapport à ça. Ensuite, prévoir, c'est ça, des solutions alternatives. Savoir faire des concessions. Alors, s'il y a bien une phrase qu'ils nous ont dit dans le module de négociation au EMBA, c'est « anchor high ». Part haut. Après ça, c'est plus facile de faire des concessions puis de descendre vers ton objectif réaliste versus demander exactement ce que tu veux, puis l'autre, lui, il pense que tu as ancré ça bien haut, puis il tire vers le bas. Être à l'écoute. Très important d'être à l'écoute. Puis des fois aussi, très important de ne pas réagir à la proposition de l'autre, de laisser l'autre parler et de ne pas tenter de le convaincre que vous avez raison. C'est pas important qu'il a raison. L'important, c'est le outcome. L'important, c'est qu'est-ce qu'on va faire à la fin. Ensuite de ça, être prêt à négocier, hein, évidemment, c'est du donnant-donnant. Si vous êtes complètement fermé, ce ne sera pas une négociation, ça va être un ultimatum. Demandez à votre interlocuteur s'il est satisfait. Faire dire à quelqu'un qui est content, c'est vraiment important parce que il l'entend, ça cristallise la fin de la négo. Je sais pas si dans tes recherches, justement, sur ce point-là, t'as vu, j'avais lu à quelque part que, justement, quand tu rentres dans une négociation, peu importe l'ampleur, de faire dire oui 2 fois ou plus à la personne au début, apparemment, statistiquement, ça pose des questions où ils doivent répondre oui. Genre, OK, tu sais, ça va bien. Ça peut être des questions vraiment out of subject. Genre, oui, t'es allé à Ottawa hier? Oui. Ta femme a les cheveux blonds? Oui. OK, c'est bon, on part. Oui, t'as lu ça aussi, Candice? C'est peut-être toi qui me l'as dit, je sais pas, mais je connais ça, cette info. J'ai de l'information. On se partage beaucoup d'articles, ça se peut que ça soit la même base aussi. Mais je trouvais ça intéressant. Je sais pas si j'y crois, mais ça fait un peu un lien avec ce que tu viens de dire. Comme une prédisposition positive. À l'ouverture et au oui. Est-ce que tu as quelque chose là-dedans par rapport au timeline de la négociation? Non. Parce que, puis encore là, c'est peut-être mon expérience, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Souvent, il y a des négociations où c'est une session, puis tu sors de là, puis c'est clos, puis vous avez quand même pris une décision. Puis il y a des sessions de plus de temps. Donc, c'est pas nécessairement finir avec un endgame là, ou une résolution, mais finir avec des pistes de solution, puis après ça, une deuxième session. Donc, tu as encore plus de temps à te préparer. Puis ça, ta tactique de négociation va être complètement différente dans ce sens-là. Tu sais, ta première session, c'est de set the tone, aller chercher de l'info, voir où la personne est prête à aller. Puis là, ta deuxième session, ça va être quelque chose d'autre. Même tactique, mais utilisée autrement. Après ça, tu as des tactiques où vous êtes plus qu'une personne. So, moi, je sais que souvent, avec back in the day, quand je rencontrais des clients, on pouvait... c'était tout le temps, on était au moins 2. Bon, il y avait une personne qui écoutait. Oui, aussi. Ça, c'est un autre tactique qu'on utilise. J'étais tout le temps bad cop, je comprends pas pourquoi, mais bon. Mais aussi tu sais, t'es 2 personnes. Parce que toi, quand tu parles, puis tu es en train de faire ta discussion, il y a beaucoup de choses qui se disent que tu n'as pas nécessairement entendues ou vues. Puis là, après ça, tu recapes par la suite. Puis souvent, tu ne peux pas confirmer rien pendant les rencontres. Tu fais ton analyse par la suite, puis tu retournes tes conditions. Puis quand tu es plus qu'un, puis vous faites un genre de brief avant et debriefing après, ça t'amène tellement plus d'éléments envers ta négociation, puis l'offre que tu donnes à tes clients ou à ton équipe. Absolument. T'en as un qui peut écouter, regarder le body language pendant que quelqu'un d'autre parle, il peut regarder le body language des autres personnes. Ouais, t'as raison que pour pas nécessairement pour une négociation salariale devant le jury. Tu devrais probablement pas inviter tout un groupe à ta négociation salariale. En tout cas, c'est mon conseil de vie, mais bon. Les conseils RH, c'est pas très bon. Non, c'est bon, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Je suis vraiment... Je suis tranquille, là, je dis pas grand-chose. J'analyse ce que vous dites. Je pense que c'est pour ça que je suis pas bonne en négociation. Parce que moi, j'ai tendance à d'emblée mettre mes cartes, tu sais. Toutes. Mais c'est une tactique aussi, mais parce que... C'est ça l'affaire, puis moi, j'ai besoin de ça. Fait que, tu sais, d'aller tout de suite comme très transparente, tu sais. J'ai l'impression, des fois, je pense que c'est pour ça que je suis pas très, très bonne en négociation, c'est
de retenir l'information pour la sortir au bon moment, puis d'avoir des tactiques. Mais c'est pas nécessairement... Ouais, c'est ça. Ça, là... Triggered by it. Mais c'est parce que... Ouais, mais... C'est une tactique aussi. Mais les gens savent que t'arrives par un angle de bienveillance, merci. De transparence. De transparence puis de Ouais, bienveillance avec tes équipes. T'es HR, puis c'est ça le but aussi. Tu veux pas avoir un genre de je garde mes cartes puis tout ça. Là, tu sais, puis ça dépend, j'ai l'impression, de ton milieu. Puis ça dépend de ta personnalité aussi. Tu sais. Puis si toi, c'est ça qui fonctionne pour toi, puis après ça, tu dis, moi, je suis là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se rendre là? Puis c'est très ouvert. Puis, justement, tu es avec les salaires des gens. Puis, tu sais, ça, c'est ce qui va faire en sorte leur qualité de vie. Tu sais, c'est un autre game que moi qui négocie un point de pourcentage sur une affaire. Là, c'est un autre... Puis l'autre truc aussi, c'est que je suis toujours en égo, moi, très vite sur le non négociable. Tu sais, je suis vraiment très, très vite sur... pour arrêter vite la négociation, pour pas perdre de temps. Mais parce que t'es pressé, puis le temps, parfois, peut jouer en ta faveur. C'est-à-dire prendre un peu plus de temps pour négocier, laisser les choses vivre un peu, tu vas obtenir plus. Les gens qui sont très, très pressés, habituellement, they fold quick, là. Ils sont pressés de régler, OK, puis on passe à un autre appel. Mais je pense que c'est ça mon problème, c'est que j'essaie pas d'en obtenir plus, j'essaie juste de dire, moi, c'est ça que je veux, mes besoins. Fait que c'est peut-être pour ça que je suis pas très bonne en négociation. Je pense pas que t'es mauvaise en négociation, mais je Merci de rephraser. Effectivement. Non, mais je pense que je comprends, puis je suis d'accord, je suis un peu comme ça aussi, mais je pense que il y a moyen d'avoir cette transparence-là, cette ouverture-là, mais je pense que le problème, c'est que quand tu arrives, tu jettes tout sur la table avant même que l'autre t'ait fait part de ses positions ou de ses intérêts, etc. C'est que tu te prives d'une information qui ferait en sorte que ce que tu as mis sur la table, c'est peut-être pas la carte que tu aurais finalement voulu mettre. Mais si c'était non négociable, ça dérange pas ce que l'autre personne... Oui, mais t'es non négociable, t'arrives avec ta compréhension de l'histoire. Ouais. Mais non négociation. Fait que là, tu sais, tu arrives avec un billet... dans l'histoire, il y a peut-être des non négociables. Je pense qu'il faut faire attention. On doit, puis ça arrive souvent, tu sais, qu'on fait ça, là. On arrive avec des billets, on assume beaucoup de choses, ce qui fait en sorte qu'on manque peut-être un peu d'informations qui... ferait en sorte que... Tu sais, c'est comme de penser à la prochaine question quand quelqu'un parle. Ah ouais. T'es pas capable de vraiment bien reprendre la balle au bon. Un bon exemple de ça, c'est un exercice que j'avais fait dans un atelier de gestion, puis chaque personne avait sa feuille de papier puis sa situation. Là, je vous le résume vraiment beaucoup. Là. Moi, je voulais acheter cette usine pour pas plus que 14 millions. Puis l'autre personne dans sa carte, il voulait vendre l'usine, puis il serait bien content d'obtenir 9 millions. Okay? Fait que quand moi, j'ai proposé 11 millions, il a dit « c'est parfait, l'exercice est fini. » Mais je l'ai payé trop cher. Fait que si j'avais posé plus de questions, si j'avais pris le temps de savoir c'est quoi, j'aurais pu sauver une couple de millions. Fait que c'est pour ça que d'arriver tout de suite d'emblée avec ces cartes, pas sûr... Je commencerai à essayer de bien comprendre la situation puis de bien comprendre ce que l'autre a dans son jeu puis ce que l'autre est prêt aussi à mettre sur la table parce que peut-être que je vais aller chercher plus que ce que je pense. Puis le plus que je vais chercher, je l'enlève pas nécessairement à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est peut-être ça, c'est un autre truc féminin. Là, on veut pas voler quelque chose à quelqu'un, on veut pas... Fait qu'il y a ça aussi, là, de prendre le temps de demander pour soi. Le dernier élément avant que cette discussion j'ai des questions, c'était il faut être prêt à renoncer, il faut être prêt à se lever puis sortir de la pièce si le deal ne nous convient pas. C'est quelque chose que Jeff Molson nous avait dit quand il était venu au EMBA, c'est « Be ready to leave the room at any time. Don't fall in love with the deal. » Donc, ça fonctionne pas de problème. C'est pas de mettre quelqu'un au pied du mur, ça. C'est même dans les négociations pour une job. On vous donne pas le salaire que vous voulez.
Oui, mais il faut que tu Ouais, c'est facile. faut que t'aies, quel terme que je peux utiliser? Faut que tu aies le gosse. Le gosse, oui, le gosse. Et faut que tu sois dans une position de pouvoir faire ça. Oui, Si absolument. tu vas demander une augmentation, puis ils te disent non, puis toi, ta carte, c'était I'm leaving, Ça, c'est très dangereux. On fait non, pas mais ça. c'est ça. Mais non, mais tu sors de la négociation. Tu sors de la négociation, mais si dans ta négociation, tu as fait des mauvais moves et tout ça, Oui. puis, tu sais, faut que tu te sois parlé, puis que tu saches exactement, je reviens non négociable, jusqu'à quel point tu es prête à aller. Puis souvent, pas tout le temps, souvent, on se laisse emporter par l'émotion. Ouais. Souvent, on a nos égos. Puis, il y a quelqu'un qui nous dit non à ça. Ben là, on renchérit. Puis, écoute, moi, des fois, là, j'ai vu ça dégénérer. Là, puis, j'étais, my God. On parlait de ça, puis là, on est rendu ailleurs, là, tu sais. Puis là, on est en train de négocier des affaires qu'on ne devrait pas négocier. On ne devrait même pas discuter à cause de l'émotion et tout ça. Donc, ouais, tu peux leave the table, but leave the table for the right reasons. Ouais, laisse la table pour les bonnes raisons. Oui, je pense que lui, il en parlait surtout en fonction de deals d'affaires, d'achat de compagnie ou de transactions d'affaires. C'est sûr que jouer la carte de si j'ai pas mon augmentation, je démissionne. C'est une très mauvaise idée si vous n'êtes pas prêt à le faire pour vrai. C'est ça. Non, c'est ça. Je pense qu'effectivement, de prévoir ou je vais dire, wargamer, là, les pires scénarios qui peuvent arriver avant d'entrer dans ta négociation peuvent te sécuriser, te faire diminuer la tension, le stress. Dans une négociation salariale, on s'entend que moi, d'un fond, j'ai jamais vécu ça, là. Mais j'imagine que, tu sais, si, justement, là, c'était comme dans le livre Getting to Yes, c'est ton BATNA, là. Je sais pas trop comment on dit ça en français, là. Puis même, l'acronyme en anglais. Mais, tu sais, de savoir, comme tu disais, Candice, le plus bas, tu sais, que tu es prêt à accepter, ça te donne vraiment une force à ce moment-là. De négociation. Puis quand tu négocies en groupe, il faut que tu saches dans ton équipe, puis en tant que gestionnaire aussi, il faut que tu saches who are the hotheads. C'est qui va partir, qui va être déclenché le premier, qui va remettre le ton. Puis tu as besoin de tous ces éléments-là dans une négociation, si tu t'en vas en négociation. Ça fait partie du jeu de savoir les joueurs, ils vont réagir comment. Exactement. Puis il faut moi, j'en parle avant. Admettons qu'on va quelque part, je dis ça, là, ça se peut que tu aies des triggers là-dessus. Pense-y avant de réagir comme ça. On ne connaît pas nécessairement la réaction des autres, puis il faut en parler, puis faut pas être gêné. La négociation, c'est pas négatif, ça n'a pas de connotation négative. Il faut arrêter de penser, justement, là, on va aller gagner, puis we're going to crush them. We're not going to crush them. On va se rendre quelque part. Ensemble. Ouais. Y a-t-il du monde qui vont être fâchés là-dedans? On va essayer de ne pas se rendre là. Puis, c'est ça. Alors, je vous amène maintenant sur le terrain miné de pourquoi les femmes négocient moins. Fait que je vais vous résumer ça. En général, les femmes ont le sens du sacrifice, là. Ça vient avec l'utérus. C'est pas qu'elles négocient mal, c'est qu'elles ne négocient habituellement pas. Pas. Elles demandent rien. Puis quand on leur demande quelque chose, elles disent souvent oui. Elles veulent pas déplaire, puis elles sont à fond dans la stratégie d'évitement, puis elles perdent souvent. Donc, au travail, les femmes sont plus intéressées par les avantages sociaux, l'horaire flexible, l'atmosphère de travail que par la rémunération. Et souvent aussi, elles ont... Elles préfèrent ne pas négocier leur salaire afin de conserver les relations harmonieuses. Donc, dans l'évitement pour ménager la relation. La relation avec qui? Avec ton boss? La relation avec les gens, avec la relation avec le boss, les collègues, n'importe qui pourrait savoir qu'elle négocie. Et, en fait, c'est justifié parce qu'il y a des études qui disent que les femmes qui négocient sont socialement pénalisées parce que je nous ramène au stéréotype de genre. Une femme, ça négocie pas. Une femme, ça dit oui. Une femme, c'est fin. Une femme, ça peut pas déplaire. Avec une femme qui négocie un peu, c'est comme, oh, OK, elle est en rupture avec le stéréotype, puis ça crée un énième biais inconscient envers la personne. Oui, puis moi, j'ai déjà entendu et commenté sur le fait que quelqu'un a dit « Ah ben là, elle est pas contente avec ce qu'elle a. » Genre,
Là, j'ai dit... Oui, il y a beaucoup de layers de... Exactement, j'ai dit, de misogynie là-dedans. on va avoir une conversation. Mais tu sais, justement, je pense qu'on est conditionné. Il y avait pas un... Je sais pas si c'était une vidéo ou quelque chose que j'ai vu. Ils donnaient de la crème glacée salée aux enfants. Puis les gars, ils étaient comme, c'est dégueulasse. Puis les filles étaient comme, c'est pas si pire. Tu sais, puis il y avait tu sais, c'est le plaire. Hein, Voilà. Ouais. D'autres raisons aussi que les femmes donnent, j'ai envie d'être reconnue pour mon travail sans avoir à le demander. Je maîtrise pas encore 100% du poste visé. Je le mérite pas vraiment, c'est un travail d'équipe. Ah ouais. Pour moi, parler d'argent, c'est déplacé. Mon gestionnaire va refuser. Ils se disent non tout de suite. J'ai pas envie de prendre la part qui pourrait revenir à d'autres. Je sais même pas à quoi j'ai droit. Et dans mon entreprise, c'est silence radio sur l'égalité femmes-hommes, ce qui est très souvent le cas dans les PME. Ce n'est pas des discours très communs dans les PME. Aussi, le fait que les femmes négocient moins leur salaire puis qu'il y a un écart entre le salaire des hommes et le salaire des femmes, ça peut être attribuable aux faibles compétences des femmes en matière de littératie financière. Regardez autour de vous, les femmes qui sont en couple, c'est qui gère l'argent? C'est très souvent... encore comme ça, par exemple? Oui. Oui. T'as-tu des stats C'est là-dessus? très souvent les hommes. Oh, que j'ai des statistiques pour vous! Alors, saviez-vous que une partie de l'écart de salaire entre hommes et femmes peut être mathématiquement attribuée au sexe, et juste au sexe, au fait qu'on est physiquement des femmes. Il y a une équation mathématique qui a été mise au point par Emna Braham, directrice adjointe de l'Institut du Québec, et sa collègue Annie Pan du Future Skills Research Lab de l'Université de Toronto. Donc, il est prouvé que dès l'entrée sur le marché du travail, une femme et un homme ayant un diplôme postsecondaire identique gagneront pas le même salaire. L'écart est déjà de 9 %. En partant? En partant. Puis plus ça va, pire c'est. Au bout de 5 ans, les femmes gagnent 16 % de moins que les hommes. Ben voyons. Parce que les hommes demandent des augmentations plus grosses, puis là, c'est comme l'intérêt composé, là, tu sais. Mais c'est ça, là, la cause a été étudiée. Donc, dans leur équation mathématique, que je ne vous donnerai pas parce que c'est un peu trop compliqué pour moi. Je vais vous envoyer ça par email. Écrivez-nous. C'est vraiment pas la variable « j'ai eu des enfants ». Ben, c'est ça que je m'en allais dire, parce que pendant ton congé de maths, peut-être, non? Sexe. Juste d'être une femme avec enfant, sans enfant, ça n'a pas d'importance. Puis le pire, c'est que c'est pire dans les métiers où les diplômes sont les plus difficiles, mais les jobs sont les plus payantes. Fait que plus tu étudies des affaires compliquées, plus tu fais d'argent, pire c'est. Donc, parmi les 10 % de travailleurs les mieux rémunérés, les données démontrent que l'écart salarial en faveur des hommes est de 13 % un an après l'obtention du diplôme et de 19 % après 5 ans. Wow. C'est lourd. Là, c'est lourd, hein? J'ai envie de pleurer. Je vous donne ça. C'est que j'apprécie d'être dans une entreprise où c'est vraiment, vraiment, vraiment important, ça. Mais tu sais, oui, il en parle beaucoup de l'équité, les échelles sont connues. C'est pas whatever, mais j'imagine que je comprends le biais. Wow. Ouais. Non, c'est 20 %, là. C'est fou, hein? Puis tu sais, on pense que, bon, t'es en 2023... Oui, mais c'est le biais des gens. C'est ça, c'est un autre 150 ans avant l'équité salariale, la vitesse où ça va, là. À peu près, là, selon la formule mathématique. On va peut-être toujours être en vie. Avec des bonnes crèmes, là. J'imagine qu'on va développer quelque chose. On va juste être des marionnettes, mais bon, oui, vas-y. Mais donc, dans le métavers. On est doublement pénalisés, c'est-à-dire statistiquement, le fait qu'on soit physiquement des femmes nous pénalise, puis en plus, au niveau psychologique, les femmes osent moins négocier. Alors, les gars sont morts de rire. Les gars sont morts de rire. Ils n'ont rien à faire vraiment pour gagner plus d'argent. Ils ont juste à le demander. Puis parce qu'on n'est pas là pour essayer de demander ce qui nous revient, ben... OK, tu es en train de dire que le morceau de tarte, c'est une tarte, c'est un gâteau. Le morceau de tarte qui ne revient pas aux femmes irait aux hommes parce qu'il a... c'est des enveloppes salariales. C'est des enveloppes salariales quand il s'agit de salaire. Fait que je vous donne un exemple. Un gestionnaire a 2 cadres qu'il doit augmenter. C'est des augmentations annuelles. Il y a un budget de 20 000 $. Fait que le gars demande
15 000, anchor high. La fille est gênée, elle va demander 5 000. Le gestionnaire fait « À ta boy, j'ai pas de problème, tout le monde va être content. Ça, c'est un problème je peux donner de à gestion. tout le monde ce qu'il veut. » Mais oui, c'est un problème de gestion, fait que c'est très important d'éveiller les gestionnaires à ces biais-là, de les conscientiser constamment et qu'ils fassent qu'ils remettent en perspective la performance réelle. Parce que c'est tellement facile pour un gestionnaire qui n'aime pas particulièrement le conflit de faire « Excellent, toi t'as 15 000, toi t'as 5 000. » Tout le monde est content. Tout le monde est content. On se frotte les mains. Moi, je me dis tout le temps, si dans la vie, un jour, il y a une charte Excel qui est mal placée, puis quelqu'un voit les salaires de tout le monde, est-ce que tu vas être confortable, toi, en tant que gestionnaire, à supporter ça? Bien, un gestionnaire pourrait te dire « Mais absolument que je suis confortable, tout le monde a eu ce qu'il a demandé. » Oui, je sais. Mais ouais, c'est ça. Fair is not équitable. C'est quoi le... Ça dépend du baromètre éthique du manager. Puis d'un point de vue aussi ressources humaines, là, parce que des fois aussi, il faut passer... Nous, ce qu'on fait, là, aussi, c'est regarder justement la distribution avec ce qu'on appelle les compare ratios, c'est des échelles salariales pour regarder où les gens se situent en fonction du genre, pour vous s'assurer que, justement, y a-t-il des écarts genrés en fonction de tes échelles salariales, puis aussi de faire des tests de sévérité sur l'évaluation de la performance aussi, pour s'assurer de comment les gens évaluent les gens. Est-ce que tes hommes sont évalués plus élevés vis-à-vis des femmes? Il faut vraiment, justement, faire des tests de sévérité sur tes distributions, pas juste parce que souvent, les entreprises vont dire « Ah oui, mais les augmentations salariales sont basées sur la performance. Fait que si moi, je t'évalue, ben, tu sais, t'as meet expectation, puis l'autre t'as exceed, ben... Voilà. C'est la donnée, mais il faut faire des tests aussi de sévérité, de l'évaluation. Il faut le faire aussi pour... tous les gens de couleur, tout le monde, là, pour s'assurer justement qu'il n'y a pas de biais dans ta distribution aussi. Parce que ça drive le salaire. Il y a souvent des biais inconscients aussi. Absolument. Pas nécessairement un groupe de mauvais gestionnaires parce que justement, tu réalises qu'il y a une incongruité dans les salaires. Là. Des fois, c'est juste des biais inconscients. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que c'est important de se questionner, de ne pas avoir peur. Il faut regarder les données à haut niveau de l'entreprise, pas juste cas par cas. Tu sais. Oui, sauf que dans... La plupart des entreprises au Québec, là, plus de 95%, je pense, ce sont des PME qui n'ont pas d'ARH, qui n'ont pas d'ARH forte aussi sophistiquée que ce dont tu viens de parler. Des tests de sévérité, pas vu ça souvent, là. Pas vu ça souvent, moi, dans la très, très grande entreprise. Fait que notre... on n'est pas une grande entreprise, mais ouais. Non, mais vous êtes... t'as raison, mais vous êtes sophistiqué au niveau de la ressource humaine. Caril-ton. Oui. Ils ont Marie-Hélène. Mais donc, j'invite tout le monde qui nous écoute, gestionnaire ou pas, à réfléchir à ça par rapport au type d'évaluation, puis quand eux sont gestionnaires et qu'ils accordent des augmentations, comment ils font leur processus de réflexion, parce que c'est trop facile de s'en débarrasser quand tout le monde est content. C'est tellement simple parce qu'on a tellement d'autres choses à faire. Oui, mais en même temps, je veux dire, tu sais, ça nous ramène à un autre podcast qu'on avait fait à du courage managérial, puis ça en fait partie, right? Quand t'es manager, t'assurer qu'il y a de l'équité là-dedans, t'assurer que le monde sont payés à leur juste valeur. Et oui, des fois, ça porte à avoir des conversations un petit peu plus rock'n'roll. Oui, il faut se responsabiliser. Exactement. Tout gestionnaire, homme ou femme, doit se responsabiliser par rapport à l'équité salariale, sachant que les femmes partent avec une strike d'avance parce qu'elles sont des femmes et une deuxième strike parce qu'elles n'oseront pas demander. Et il faut être aussi particulièrement réceptif quand quelqu'un, homme ou femme, vient négocier son salaire. Peut-être qu'on ne pourra pas lui donner tout ce qu'il ou elle veut, mais de savoir que le processus est bien accueilli, se passe bien et pas stressant, ça aide les femmes à se sentir en confiance. Si, admettons, Kat, on bouge un peu de salaire puis on parle de négociation en tant que telle, je pense que le te faire dire non, peu importe ce que tu demandes, là, ça peut être très inconfortable. Right? Je pense que la plupart des gens, ils ont de la misère à entrer dans la négociation parce que demander quelque chose à quelqu'un puis que la personne a dit « Nope »,
Elle était comme, bon, ben, OK, je vais sortir de reculons, puis je te reparlerai pas pendant une semaine. Tu sais, puis, tu sais, dans plusieurs livres de négociation, c'est tout le temps, mets-toi dans des situations où tu vas te faire dire non à maintes reprises. Pratiquer. Exactement. Il y a moins d'enjeux. Exact. Pratique-toi à recevoir un non, puis à te dire, well, est-ce que je suis morte? Non. OK. Bon. Mais vous m'avez fait pratiquer. Souvenez-vous quand vous m'avez fait pratiquer? Les affirmations. Les affirmations. Les affirmations, mais Ouais. c'était la négociation aussi d'aller me chercher parce que, ben, je l'ai dit, je m'assume, je suis pas excellente en négociation. Puis là, c'était d'aller me négocier. C'était clairement indiqué que, pas plus, je pense, c'était un truc... la première que vous m'avez fait faire, je pense, c'était d'aller me chercher une serviette. J'étais OK, j'étais allée négocier. Puis, Mais tu sais, c'est pour ça, te c'est te faire rendre pratiquer. inconfortable. Oui, Ouais, mais ouais. l'année d'après, t'as dit à la madame de baisser sa musique. Moi, Ben j'étais oui. comme, oh my God! Oui! Ouais, c'est vrai. Wow! Je pense, ouais, On a vu une elle- belle évolution. Mitch On est a allé vu dans une l'autre belle direction. évolution. Maintenant, il faut qu'on la ramène. Mitch, OK, that was not necessary. Mais c'est vrai, c'est te mettre dans des situations confortables. pratiquer. Puis te pratiquer. Tu sais, Absolument. je ris tout le temps parce que, tu sais, des fois, t'entends... tu sais, les gars parler de « Ah, il y a tout le temps une belle femme avec lui. » Ou, tu sais, je veux dire, c'est un go-getter là, pour les femmes. Puis le gars, il dit « Non, je demande à tout le monde. » Oui! Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Puis Va c'est dire ça, oui. une sur 10 va dire oui, Un gars puis sort voilà. de prison, là, rentre dans un bar, c'est Ouais. sûr qu'il peut sortir avec une fille Mais- d'ici la fin de la soirée. Il y a quelqu'un qui va dire oui, peut-être par pitié. Belle analogie, mais ouais, OK, pourquoi pas? T'es pas obligé de sortir de prison, groupe, mais bon. Mais c'est ça, c'est mets-toi dans une situation où de plus en plus, puis j'ai l'impression que certaines d'entre nous, probablement certaines femmes qui sont plus habituées de demander des choses, on s'est sûrement mis dans une situation comme ça sans y penser. Tu sais? Puis, de plus en plus que tu dis, ouais, mais ça, moi, mon idée, c'est ça, puis tout ça, on se fait dire, non, OK, bon, ben, je vais restructurer la prochaine fois, Voilà. puis je fais, tu sais, c'est ça. Puis, il faut pas prendre les choses, souvent, il n'y a rien de personnel là-dedans, tu sais. Des fois, la personne ne peut juste pas t'aimer, mais ça, c'est la vie, là. Je veux dire, il n'y a pas personne qui peut aimer tout le monde. Mais souvent, c'est pas personnel, c'est qu'il y a beaucoup d'autres variables, puis la réponse est juste non maintenant. Puis, Si c'est non maintenant, ça veut pas dire que ça va être non tout le temps. toujours, Exactement. Puis, tu sais, tu parlais tantôt, ou quelqu'un parlait tantôt du livre Getting to Yes, Oui. mais il y a quelqu'un qui devrait écrire Getting Past No. Tu sais, Exact. comme- Multiple no's. Multiple no's. Ouais. Le non n'est pas un mur devant lequel on est freiné, on peut On passer à arrête côté, d'avancer, on peut le ouais. grimper. Exactement. Puis pas prendre le nom, puis sortir là aigri ou rien comme ça. Là, prendre le nom de façon constructive. Puis souvent poser des questions. OK, c'est non maintenant. Est-ce que ça va être non toujours? Moi, C'est non tu sais, sur quoi? c'est ça, Des c'est fois, on comprendre le assume que pourquoi. c'est non sur tout, mais c'est peut-être Exact, non sur une exact. petite partie. comprendre le pourquoi du non, puis dire... puis tu sais, c'est rare que quelqu'un va juste te dire « Non, sors de mon bureau ». C'est vrai. C'est très rare. Ils vont dire non maintenant pour cette raison, cette raison-là. Tu peux ne pas être d'accord, mais au moins, il y avait une raison en arrière de ça. Ouais. Puis si c'est un non catégorique pour aucune raison, pose-toi d'autres questions parce qu'il y avait quelque chose en arrière de ça. Tu sais. Ouais. Ou c'est peut-être pas cette personne-là qui va te donner la réponse, mais en parlant d'autres, puis dire « Ah, OK, il y avait un non à cause de ça. » Je parle pas de négociation de salaire, là, je parle d'autres choses. Il y a toujours une raison. There's always a why. Ouais, ça me right? fait penser. Puis aussi de savoir que tu négocies avec la bonne personne. Parce que la personne qui Ah dit oui, non, oui. mais qui peut pas te dire oui, Ça, c'est... c'est. Non, on m'a Ouais. parlé à la personne qui peut me dire non, puis oui. C'est qui le vrai C'est décideur? Mais en même C'est qui temps, le vrai décideur? Ça, c'est la même chose pour connaître ton environnement politique. Exact. Tu sais, Exact. connais, Le tu sais, sociogramme. des fois, tu n'as pas le choix de parler à la personne. Sauf que tu sais que c'est pas elle qui prend la Exact. décision. Fait que Tu- le non, tu lui tu- laisses, c'est ça, puis tu lui laisses l'espace pour aller vérifier. Tu sais, tu dis, j'ai pas besoin. Si t'arrives, tu sais que cette personne-là, c'est pas décideur, puis tu dis, j'ai besoin d'une réponse là. La réponse est non. Tu sais, Voilà, c'est parce clair. qu'elle n'a pas de marge de manœuvre. Ben, c'est exactement ça. Puis là, tu lui donnes des éléments de discussion. Puis après, tu dis, OK, je pourrais nous recéduler une rencontre dans une semaine. Tu lui dis pas, je vais te laisser aller te parler à ton boss. Parce que là, tu mines sa crédibilité. Mais tu sais que c'est ça qui va se passer. Ça. Il faut que tu connaisses tes angles d'attaque. Absolument. Je voulais aussi revenir, Candice, sur le fait que le non peut nous rendre inconfortables et que l'être humain n'aime pas être inconfortable. Mhm. Et en plus, j'ai écouté un webinaire École des dirigeants HEC et la presse sur le futur du bureau, le télétravail, tout ça. Puis il disait
avec le télétravail, les gens sont dans des environnements très contrôlés, très confortables, sont derrière un écran, c'est moins engageant, c'est moins confrontant que d'être en personne. Fait on perd, à cause du télétravail, encore plus cette capacité de gérer le malaise et de gérer l'inconfort. Ouais. Donc, et les femmes, on le sait, font un peu plus de télétravail parce que ça aide avec la charge mentale, l'équilibre du travail, la petite brassée sur l'heure du dîner. Coupable. Mais... Non coupable. Non coupable. Donc, mais non, mais c'est vrai, donc, de voir aussi d'une perspective encore plus high level, qu'il y a plein de choses qui se mettent en place pour que les femmes ne négocient pas ou que les femmes n'apprennent pas à bien négocier, fait que sont moins, ça c'est des statistiques, là, sont moins bonnes en mathématiques, qui gèrent moins le budget dans le couple, pas à l'aise avec l'inconfort, pas à l'aise avec le conflit. Fait que là, si elles se mettent elles-mêmes volontairement dans des situations sur lesquelles elles ont le contrôle, qui les aident pas, à la maison, je vous invite à réfléchir à ça aussi, de foncer dans le tas puis de se dire, OK, je suis inconfortable, mais qu'est-ce que ça va m'enlever? C'est quoi le pire qui peut arriver? C'est une bonne question à se poser. Il va me dire non. Il va me dire non, puis un non. And then what? C'est ça. Voilà, fait que je vous remercie. Oui, ben ajoute un petit dernier point. Tu parlais d'un budget à la maison puis tout ça, rien à voir avec la négociation, là, mais mesdames, et les hommes aussi, si vous ne comprenez pas votre budget familial, there's a problem. Faut poser des questions, même si c'est pas vous qui lidez votre budget, c'est pas grave. Mais avoir la conversation. Puis si un ou l'autre, là, je dis mesdames, mais je veux dire, ça peut être les hommes aussi. Oui, il faut que les deux comprennent qu'est-ce qui se passe avec l'argent. Comprennent qu'est-ce qui se passe avec l'argent. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver dans la vie. Puis, faut le comprendre. Puis s'il y a un ou l'autre qui ne veut pas en parler... Il y a beaucoup de gens qui font l'autruche. Mais beaucoup de gens qui font l'autruche avec l'argent. C'est encore là, c'est se rendre dans une conversation inconfortable. Voilà. Puis, Oui, parce que si vous ne faites pas la différence entre un REER et un CELI, là, puis il y a un problème. Là. Ouais. Ça, c'est la base. Moi, c'est juste la base. Juste comprendre ce qui rentre puis comprendre ce qui sort. Puis, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver dans la vie. Puis, si c'est pas... Encore là, vous n'êtes pas obligé de contrôler vos finances comme il y a une personne qui est meilleure que l'autre là-dedans, mais juste comprendre qu'est-ce qui se passe, où sont les affaires, quel compte en banque vous avez en tant que couple, des choses comme un petit rapport trimestriel. Tout effectivement. Dans notre couple, ça dans l'agenda. Exact. Budget, Saturday Budget Night. Mais ça serait un bon sujet de prochain podcast, d'être... comment on éduque... La littératie financière. Mon Dieu, j'ai on va inviter Sujata. J'ai tellement de choses à dire là-dessus. Ouf. Alors, j'aimerais encourager toutes les femmes, peu importe leur âge, qui sentent qu'elles ne sont pas équipées, outillées adéquatement pour négocier. Avec 15 minutes sur Google, ça serait déjà un bon début. Mais oui, il y a des livres, il y a des ateliers, il y a du coaching. Sûrement dans les grandes entreprises, même qu'il y a des cours qui sont offerts gratuitement. LinkedIn Learning. Il y a plein de ressources. C'est votre responsabilité de vous protéger. C'est votre responsabilité de prendre soin de vous. J'espère que tous les gestionnaires qui nous écoutent seront aussi allumés au fait que les femmes négocient moins, puis que si vous portez un peu attention à ça, vous pouvez les aider. Ça peut faire une très grande différence quand on pense que dans les métiers les plus payants, l'écart est de 19% de salaire après 5 ans. C'est pas du monde tata qui sont là-dedans, là. Fait que les gestionnaires qui sont dans ces cercles s'éveillent. Même pas. Que tu sois tata ou pas. Ouais. Ça peut éveillez-vous, peu importe mais la tata niveau. a plus de la misère à s'éveiller. C'est vrai. Oui, je sais, mais ils ont besoin de plus de soutien aussi, là. En tout cas. De soutien, de coups de pied au derrière, ça dépend. Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Vos commentaires respectueux sont les bienvenus. Écrivez-nous au balado4a4@gmail.com. Balado, chiffre 4, lettre A, chiffre 4, @gmail.com. Et encore merci à nos merveilleux partenaires, Coveo et l'Association des diplômés HEC Montréal qui présentent tous les deux le balado. Et tous ceux et celles qui nous ont aidés à créer l'image du projet. Donc, les produits Marcel et Les Oitiers, l'hôtel Alt Griffintown qui nous a accueillis pour la séance de photos avec la talentueuse Noémie Cadieux. Les filles, on se retrouve la semaine prochaine? Avec grand plaisir! Oui, bien sûr!